Bonjour à tous et bienvenue à la section 3.12 où est-ce qu'on va parler d'impulsion. Alors, les objectifs de la section, on veut définir ce qu'on entend par impulsion, puis ensuite on veut calculer l'impulsion à l'aide de deux égalités, deux équations qu'on va présenter ici, ou bien d'une aire sous la courbe. Alors, c'est quoi une impulsion? Bon. Il faut, avant de répondre à ça, on va résumer un peu ce qu'on avait vu à la section 3.10. 3.10, c'était la section sur les collisions et la quantité de mouvement qui était conservée. On avait dit que lors d'une collision, la quantité de mouvement totale du système est conservée. Ça veut dire que la quantité de mouvement des objets qui entrent en collision juste avant la collision égale à la quantité de mouvement des deux objets juste après la collision. Donc, quantité de mouvement totale du système, c'est conservé. Mais par contre, ça implique qu'un des deux objets, lors de la collision, peut transmettre de sa quantité de mouvement à l'autre objet, et vice-versa. Donc, de telle sorte que ça ne brise pas la conservation de quantité de mouvement, parce que quantité de mouvement totale conservée, mais si je regarde un seul objet, lui, il peut perdre ou gagner de la quantité de mouvement, dépendamment des données qu'on a. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que quand je regarde un seul objet, la quantité de mouvement de cet objet individuel-là n'est pas toujours conservée. OK, là, c'est important de bien faire la distinction entre les deux. Le système au total implique que la conservation de la quantité de mouvement est validée. Parce que, au total, toujours la même quantité de mouvement. Si je regarde un objet, ben cet objet-là peut en donner à l'autre ou en recevoir. OK? Donc, pour cet objet individuel, la quantité de mouvement n'est pas conservée. Donc, qu'est-ce que c'est que l'impulsion? Eh bien, l'impulsion, ça représente la variation de la quantité de mouvement de cet objet individuel. Donc, quand on parle d'impulsion, on va regarder un seul objet. Toujours. Parce que ça ne ferait pas de sens de parler d'impulsion d'un système. Puisque pour un système, quantité de mouvement toujours conservée. Et l'impulsion, c'est la variation de la quantité de mouvement pour un objet. Alors, donc on vient de le dire, l'impulsion, c'est quoi? C'est la variation de quantité de mouvement. Donc, c'est delta, quantité de mouvement, qui était notre P. Étant donné que P, c'était un vecteur, ben ça veut dire que l'impulsion sera, elle aussi, un vecteur. L'impulsion, c'est la lettre majuscule J. Et c'est vectoriel, donc il faut mettre la petite flèche au-dessus. Et dans ce cas-ci, l'impulsion aura aussi les mêmes unités que la quantité de mouvement. Donc, c'est des kilogrammes fois des mètres par seconde. Ça, c'est notre première équation pour définir l'impulsion. Il existe une deuxième équation pour l'impulsion. On va la démontrer très rapidement, là. Donc, on suppose qu'une particule de masse m subit une force résultante lors de la collision. Donc, on appelait ça une force interne là, dans la section 3.10. Donc, la force résultante est égale à la somme des forces qui agissent sur cette particule-là. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on part de cette égalité-là et on va développer le delta quantité de mouvement. Quantité de mouvement, c'est masse fois vitesse. Donc, la variation de masse fois vitesse, ben, on peut appliquer le variation de, le delta, là, il s'applique seulement à la vitesse. Puisque un objet individuel, si tu regardes sa masse, elle ne varie pas. Là. Okay? C'est seulement sa vitesse qui va changer. Donc, si je remplace delta V par A fois delta T, d'où est-ce que ça vient, ça? Ben, ça vient de notre chapitre 1. Là. Notre chapitre 1 dit que l'accélération, c'est égal à delta V sur delta T. Donc, si j'isole delta V, ben, delta V est égal à A fois delta T. Et donc, je remplace le delta V que j'avais ici. Je le remplace par A delta T. J'obtiens ça ici. Mais là, ce que je remarque, c'est que, voyez-vous, j'ai l'expression masse fois accélération. Masse fois accélération, c'est quoi ça? Ben, de par la deuxième loi de Newton, on sait que ça doit être égal à la somme des forces appliquées sur l'objet. Donc, voici donc notre deuxième égalité pour l'impulsion. Si on étudie une situation à une seule dimension, le long d'un axe X, par exemple, parce que cette équation-là, c'est vectoriel, ben, on va le décomposer. Hein? Par exemple, en X, ben, ce sera impulsion en X est égal à la somme des forces en X fois l'intervalle de temps. Bon. Quand on a un graphique, par exemple, de force résultante totale en X en fonction du temps, si je choisis un intervalle de temps qui va de t initial jusqu'à t final, l'aire sous la courbe
reviendrait à faire une base qui est égale à un delta t fois une hauteur qui est égale à une force. Hein? Donc, vous remarquez qu'on est en train de refaire le delta t fois la somme des forces. Donc, c'est ce qui m'indique que l'air sous la courbe ici va être égal à l'impulsion en x. Et donc, c'est tout côté théorie. Il faut juste comprendre la différence entre la quantité de mouvement d'un système, la quantité de mouvement d'un objet tout seul. L'impulsion, c'est la variation de la quantité de mouvement d'un objet tout seul. Donc, première équation, deuxième équation, et l'air sous la courbe représente l'impulsion J. Okay? Donc, faisons un exemple avant de se quitter. Donc, une balle de 50 grammes arrive au sol avec une vitesse verticale vers le bas de 15 mètres par seconde. Son interaction avec le sol dure 4 millisecondes. Faites attention, ms, hein, c'est millisecondes. Il n'y a pas de slash, donc c'est pas une vitesse, ça là. C'est un temps, des millisecondes. Et est représenté sur le graphique ci-dessous. Donc, on a ici la force que le plancher fait sur la balle en fonction du temps. Quelle sera la vitesse verticale de la balle après son interaction avec le sol? OK. Donc, quand on a un graphique, qu'est-ce qu'on vient de dire? Ben, on peut faire l'air sous la courbe de ce qu'on voit là, et ça va nous donner l'impulsion. OK? Donc, c'est ce qu'on veut faire. Donc, mon impulsion sera une impulsion en Y, hein, parce que ma balle, elle se déplace en Y, donc elle va vers le bas à une certaine vitesse, elle va frapper le plancher va faire une force normale vers le haut. Et donc, c'est cette force normale-là qu'on est en train d'évaluer en faisant l'air sous la courbe ici. Donc, mon impulsion en Y, c'est l'air sous la courbe. Bon, juste rapidement, l'air sous la courbe ici, on va la faire en 4 sections. OK? Donc, on peut appeler ça la section 1 ici. C'est mon petit triangle, là, qui a une base de 1, une hauteur de 50. OK? Ma section 2, ça serait le triangle, le rectangle que j'ai ici dans le centre. Okay? Rectangle qui a une base de 2, une hauteur de 100. Excusez-moi, le triangle aussi, le triangle 1, il y avait une hauteur de 100. Ensuite, ma région 3, ça va être le grand triangle que j'ai au-dessus de mon rectangle. Donc, j'aurai ici une base de 2 et une hauteur de 600. Hein, parce qu'on part à une hauteur de 100 puis on arrête à une hauteur de 700. Donc, hauteur de 600. Et finalement, ma quatrième région, c'est le petit triangle qui reste ici. Ce sont toutes des aires sous la courbe qui sont positives parce qu'on est au-dessus de l'axe horizontal. Hein, souvenons-nous de ça. Et donc, mon aire sous la courbe totale de ça, ce sera tout simplement l'addition là, de ces 4 choses-là. OK? Donc, première région, j'avais un petit triangle, puis j'avais dit base de 1 milliseconde. Donc là, il faut faire attention parce que nous, on veut des unités du système international. Donc, on veut mettre un temps en secondes et une force en newton. Bon, la force était déjà en newton, c'est correct. Donc là, on a une base de 1 milliseconde, une hauteur de 100. C'est un triangle, donc base fois hauteur, divisé par 2. Ensuite, deuxième région, c'est notre rectangle qui a une base de 2 millisecondes. Donc 2 millièmes de seconde, fois la hauteur de 100. C'est un rectangle, donc je n'ai pas besoin de diviser par 2. Plus la région 3, qui est mon gros triangle, là, on avait dit une base de 2 millisecondes et une hauteur de 600 newtons. Et c'est un triangle, donc on doit diviser par 2. Région 4, c'est la même chose essentiellement que ma région 1. C'est un petit triangle, mais il est placé là... il est placé de façon différente. Donc, on a une base de 1 milliseconde, on a une hauteur de 100 newtons, et on divise par 2 parce que c'est un triangle. Donc, tout ça, quand je fais le calcul, là, je vous épargne l'algèbre et tout, là, je vous donne la réponse. On arrive à une impulsion de 0,9 kg fois mètre par seconde. OK. Bon, c'est bien beau, j'ai trouvé l'air sous la courbe. OK. Qu'est-ce que je fais avec l'air sous la courbe? Bien, on sait que l'air sous la courbe, c'est l'impulsion. L'impulsion, c'est quoi? Ça correspond à ceci, et ça correspond aussi à ceci. Et ça, c'est l'égalité que je voudrais utiliser. Parce que dans la question, on cherche à déterminer la vitesse verticale de la balle après avoir touché au sol, après son interaction avec le sol. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que mon impulsion JY qui vaut 0,9, ben, il faut que ce soit égal à la variation de quantité de mouvement en Y.
Hein, vu que c'est vectoriel, ben, si je travaille en Y, mon impulsion en Y va être égale à delta quantité de mouvement en Y de la balle. La balle, c'est mon seul objet. Okay? Bon, mais là, ce qui arrive, c'est que pour trouver la vitesse, ben, il faut bien comprendre qu'à l'intérieur de delta quantité de mouvement, il y a une vitesse là-dedans. Il y a une variation de vitesse. Okay? Parce que delta quantité de mouvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quantité de mouvement finale en Y moins quantité de mouvement initiale en Y, et une quantité de mouvement, je vous rappelle que c'est une masse fois une vitesse. Donc, masse fois vitesse finale en Y, moins masse fois vitesse initiale en Y. Voilà, c'est comme ça qu'on va réussir à déterminer nos vitesses. Donc, je peux mettre en évidence la masse. C'est une balle de 50 grammes. Il faut mettre ça en kilos, n'oublions pas, donc 0,05. J'ouvre la parenthèse. Je cherche la vitesse finale. La vitesse finale, là, il faut bien comprendre que c'est la vitesse juste après que la collision avec le sol se soit terminée. Moins vitesse initiale en Y. La vitesse initiale en Y, dans ce cas-ci, serait la vitesse de la balle juste avant que la collision avec le sol ne débute. Et là, ici, c'est bien important, étant donné que j'ai écrit la composante en Y de la vitesse initiale, composante en Y, ça peut avoir un signe. Et ça va être le cas ici. La balle arrive au sol avec une vitesse verticale vers le bas de 15 mètres par seconde. Vers le bas, ça veut dire que j'ai une vitesse négative. Donc, moins 15. Hein? Parce que quand on faisait des problèmes d'énergie, mon axe Y pointe toujours vers le haut. Donc, j'ai supposé qu'on conservait cette habitude-là, là, parce qu'on est encore dans le chapitre 3. Donc, axe Y vers le haut, ça veut dire que si ma vitesse va vers le bas, vitesse négative. Bon, voilà. Donc là, ça, c'est ma petite équation que je dois résoudre. Je vous épargne l'algèbre. On est capable d'isoler vitesse finale en Y et j'obtiens la réponse. 3 mètres par seconde. Ça fait-tu du sens que ma vitesse finale soit positive? Ben oui, parce que juste avant d'avoir touché le sol, ma balle se dirigeait vers le bas, donc vitesse négative. La balle frappe le sol, et qu'est-ce qui arrive après son contact avec le sol? Ben, vous savez ce que ça fait, une balle qui rebondit sur le sol, ça repart vers le haut. Donc tout de suite après la collision, ben oui, c'est normal que j'ai une vitesse positive. Ça veut dire que ma balle repart vers le haut. Donc c'est bon signe. Avoir obtenu une vitesse finale négative, définitivement, ça aurait voulu dire que je me suis trompé à quelque part. Donc et voilà, c'est la section 3.12. C'est ce qui met fin à notre chapitre 3. Donc la prochaine capsule que vous verrez en ligne sera le début du chapitre 4.